Oui, bonjour à tous. Eh bien, je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation sur les avantages et les défis de la PrEP injectable à longue durée d'action. Alors, comme on le voit sur cette figure, le nombre de nouvelles infections par le VIH a diminué de moitié depuis le pic des années 1996-1997, mais il y a eu encore 1,5 million de nouvelles infections en 2021 et à ce rythme, nous n'atteindrons pas la cible de 370 000 nouvelles infections maximum pour 2025. Il va donc falloir renforcer encore la prévention. Alors, la PrEP est devenue ces dernières années un outil majeur de la prévention. Néanmoins, elle est encore trop peu utilisée, comme on peut le voir ici, et nous sommes bien loin de la cible de 2025. Alors, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, l'accès à la PrEP a commencé que très récemment, beaucoup plus récemment qu'en Europe ou en Amérique du Nord, mais également qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Et cet accès est encore très limité. Alors, jusqu'ici, nous disposions uniquement de la PrEP par voie orale avec le tenofovir et soit l'anthracycline, soit la lamivudine, donc en prise à action courte, à courte durée d'action, avec des prises quotidiennes, un comprimé par jour, ou bien une prise à la demande au moment des rapports sexuels avec le schéma 2 + 1 + 1, qui consiste à prendre 2 comprimés entre 2 et 24 heures avant le rapport sexuel, puis un comprimé 24 heures après, et enfin un autre comprimé 48 heures après la première prise. Alors, mais attention, ce schéma n'est valable que pour les HSH. Quel que soit le schéma, l'efficacité est excellente, à la condition, bien sûr, que la PrEP soit prise correctement. Et c'est là que le bât blesse, car il y a de nombreux freins à l'utilisation et à l'observance de la PrEP orale. Alors, il y a tout d'abord la difficulté pour certaines personnes à évaluer la prise de risque et donc le besoin d'une PrEP. Ensuite, il y a la difficulté à respecter les prises prévues, surtout à long terme. Pour la PrEP quotidienne, il y a souvent une réticence à prendre un comprimé tous les jours, surtout pour des personnes qui ne sont pas malades. Donc, ça n'entre pas dans leur schéma de pensée et c'est très difficile. Par ailleurs, il y a une crainte parfois d'effets indésirables, surtout à long terme. Pour la PrEP à la demande, eh bien, il y a la difficulté à anticiper les rapports sexuels, puisque je disais tout à l'heure que ce schéma nécessite de prendre des comprimés entre 2 et 24 heures avant le rapport sexuel. Et enfin, quel que soit le schéma de PrEP, eh bien, il y a une volonté fréquente de dissimuler la prise d'une PrEP liée au risque de stigmatisation qu'elle entraîne. Alors, et ces freins se traduisent par une mauvaise observance à la PrEP, comme on peut le voir avec cette étude que nous avons réalisée chez les HSH, alors au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso. Alors, dans cette étude, les participants avaient le choix entre la PrEP quotidienne et la PrEP à la demande. Ils pouvaient changer de schéma au cours du suivi. Ils pouvaient arrêter la PrEP s'ils le souhaitaient, voire la reprendre ensuite. Et bien entendu, l'ensemble de la prise en charge était gratuite pour les participants. Et bien malgré cela, on voit sur les deux figures de gauche que 20 à 30% des participants n'avaient pas utilisé la PrEP pour le dernier rapport sexuel. Et sur les deux figures de droite, que 40% seulement des participants sous PrEP à la demande avaient une bonne observance et étaient bien protégés par la PrEP. Alors, ils étaient plus nombreux
avec la PrEP quotidienne, mais 20 à 30% quand même n'étaient pas protégés non plus par la PrEP. Alors la nouveauté, c'est bien sûr l'arrivée de la PrEP injectable avec le cabotegravir, hein, qui est recommandée par l'OMS depuis l'année dernière. Alors cette PrEP est administrée en injection intramusculaire tous les 2 mois. Et la recommandation de l'OMS fait suite aux résultats de phase 3 de l'essai HPTN 083 chez les hommes et les femmes transgenres qui ont des relations sexuelles avec des hommes et de l'essai HPTN 084 chez les femmes cisgenres. Et ces 2 essais ont montré une efficacité supérieure en termes de réduction des infections par le VIH avec la PrEP injectable par rapport à la PrEP orale, alors de 66% chez les HSH et les femmes transgenres et de 89% chez les femmes cisgenres. Alors par ailleurs, le profil de sécurité du cabotegravir est bon et le produit est bien toléré. Alors il y a fréquemment des réactions au site d'injection, mais celles-ci sont d'intensité légère ou modérée et moins de 5% des personnes arrêtent la PrEP injectable à cause de ces réactions. Enfin, l'acceptabilité est bonne, surtout dans les pays du Sud. Alors, parmi les autres avantages de la PrEP injectable, on a la diversification de l'offre de PrEP. Alors, c'est un élément essentiel qui permet aux individus de choisir la PrEP qui convient le mieux à leurs besoins. Mais alors, cela devrait permettre une augmentation globale de l'utilisation de la PrEP et donc une réduction des nouvelles infections. Alors, autre avantage, si les injections sont réalisées en temps et en heure, eh bien, on a une observance qui est parfaite. Alors, c'est aussi plus discret, puisque les injections étant réalisées dans les cliniques, il n'y a plus besoin de cacher les boîtes de médicaments. Et puis, ce n'est plus une préoccupation quotidienne, il n'y a plus besoin d'y penser tous les jours. Alors, enfin, dans certains contextes, les injections sont perçues comme étant plus efficaces que les traitements en prise orale. Par contre, bien entendu, il y a un certain nombre de défis. Alors, à commencer par celui de l'acceptabilité. Et à l'opposé de ce que je viens de dire, dans certains contextes, notamment africains, il y a parfois une réticence vis-à-vis des injections. Et la question est alors de savoir si, pour certains individus, les avantages de la PrEP injectable vont contrebalancer ces réticences. Alors, les discussions et les entretiens que nous avons eus avec des HSH en Afrique de l'Ouest vont dans ce sens, mais cela reste à confirmer, car nous savons bien qu'il peut y avoir une grande différence entre l'intérêt supposé pour une méthode et le choix de celle-ci quand elle devient disponible. Alors, nous avons vu tout à l'heure que la PrEP injectable présente un avantage pour l'observance. Alors, par contre, elle nécessite des visites médicales plus fréquentes, tous les 2 mois, alors que la PrEP orale nécessite des visites tous les 3 mois en général. Et ensuite, il faut bien sûr que les dates des injections soient respectées. Alors, il y a quand même une tolérance. Dans les essais HPTN, les injections qui étaient prévues toutes les 8 semaines pouvaient être faites entre 6 et 15 semaines après l'injection précédente. Et alors enfin, comme pour la PrEP orale, il faut prévoir des pères éducateurs ou des médiateurs qui jouent un rôle majeur dans l'observance. Alors par ailleurs, on a constaté une détection tardive des infections par le VIH avec les tests de dépistage habituels. Et alors en fait, le cabotegravir réduit
la réplication virale et retarde la production d'anticorps. Il y a donc un risque d'émergence de résistance chez les individus qui sont sous monothérapie de cabotegravir tant que l'infection n'est pas dépistée. Alors, aux États-Unis, les recommandations des CDC incluent l'utilisation des tests ARN plus sensibles, mais cette stratégie pose un problème de faisabilité, surtout dans les pays du Sud. Alors, il y a également un risque potentiel de résistance à l'arrêt de la PrEP, puisque du fait de sa longue durée d'action, le cabotegravir reste détectable dans le sang pendant des mois, voire des années, avec une concentration qui diminue progressivement et qui, au bout d'un certain temps, n'est plus suffisante pour prévenir l'infection, mais qui, par contre, pourrait être suffisante pour permettre le développement de résistance. Les résultats de l'essai HPTN 083 étaient rassurants de ce point de vue, mais il faudra voir ce que cela donnera sur un plus grand nombre d'utilisateurs. Alors, dans l'essai HPTN 083, il y a également eu des infections chez quelques participants qui avaient réalisé les injections dans les temps et qui avaient des concentrations plasmatiques correctes du cabotegravir. Alors, ces cas sont en cours d'exploration pour arriver à comprendre les circonstances de ces infections. Alors, en raison du risque d'infection et de résistance en cas d'arrêt de la PrEP injectable, il faut insister auprès des individus qui ont toujours des risques d'exposition au VIH pour qu'ils utilisent d'autres modes de prévention tels que la PrEP orale ou le préservatif, ce qui peut être plus ou moins compliqué selon les raisons d'arrêt de la PrEP injectable, par exemple si la PrEP ne se sent plus à risque d'infection. Alors, dans les essais, le cabotegravir était initié pendant un mois avec des comprimés en prise orale quotidienne, donc à courte durée d'action, pour pouvoir interrompre rapidement l'exposition au cabotegravir en cas d'effet indésirable. Mais du fait de la bonne tolérance du cabotegravir, cette pratique est devenue facultative parce qu'elle entraîne une contrainte forte en termes d'observance avec des prises orales quotidiennes, particulièrement pour des individus qui ont choisi une PrEP à longue durée d'action. Il faut donc sous-peser le pour et le contre. Alors, comme pour tous les médicaments, l'utilisation du cabotegravir nécessite aussi de vérifier l'absence de contre-indications comme l'utilisation de la rifampicine. Alors, il y a également des défis logistiques. Tout d'abord, il faut former les médecins, les paramédicaux, les pères éducateurs ou les médiateurs. Et ensuite, la PrEP injectable entraîne une surcharge de travail pour les soignants, avec des visites plus fréquentes que pour la PrEP orale et la nécessité de faire les injections. Et alors, pour ces injections, il faut des locaux, il faut du matériel, et enfin, il faut stocker et gérer le stock du cabotegravir. Enfin, se pose la question de l'accessibilité de cette PrEP. Elle a été approuvée en premier lieu aux États-Unis par la FDA en décembre 2021, puis dans d'autres pays, notamment dans des pays d'Afrique australe. Des demandes sont actuellement en cours auprès de l'Agence européenne du médicament, mais également auprès d'autres agences de régulation. Donc, petit à petit, ça arrive. Mais bien sûr, il va falloir également que le cabotegravir injectable soit produit en quantité suffisante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il va falloir qu'il soit également à un prix abordable. Alors, pour ces deux derniers points, les licences accordées à des fabricants de médicaments génériques au mois de mars dernier vont aider très certainement. Alors, en conclusion,
La PrEP par le cabotegravir à longue durée d'action est un outil de prévention du VIH très prometteur, hein, mais des études de faisabilité dans différents contextes sont nécessaires. Et pour cela, nous avons besoin du soutien de Vive Healthcare pour la fourniture du cabotegravir. Si on retarde les études, cela retardera du même coup la disponibilité de la PrEP injectable dans les programmes nationaux. Or, la PrEP injectable doit être accessible rapidement pour tous ceux qui en ont besoin, au sud comme au nord. C'est une question d'éthique et de santé publique. Et nous ne devons pas recommencer les mêmes erreurs que pour l'accès au traitement antirétroviral et à la PrEP orale qui a été différé dans les pays du Sud. Voilà, je vous remercie pour votre attention.